Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle émission de La pensée et les hommes. Nous avons déjà abordé plusieurs sujets. Nous avons parlé de la laïcité, nous avons parlé de l'Apocalypse et aujourd'hui, nous allons consacrer cette émission à une réalité extrêmement importante qui porte un très beau nom, le compagnonnage. Et nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau pour évoquer cette question du compagnonnage et essayer de comprendre ce qu'est le compagnonnage, comment ceci fonctionne et aussi quel est le sens qu'il faut donner à cette expérience de vie, Alexandre de Charneux et Mathieu van der Hoeven. Alors, je vais peut-être commencer par le plus jeune des deux. Dites-nous, Alexandre, qui vous êtes et quel est le lien que vous avez avec le compagnonnage. Eh bien, bonsoir et merci pour cette invitation. Alors, je suis Alexandre de Charneux, comme vous venez de le dire, et je suis compagnon menuisier du devoir de liberté, titre que j'ai acquis au terme de mon tour de France, après avoir parcouru et voyagé la France à côté de ses compagnons. Alors, comment devient-on compagnon de Tour de France ? Déjà, je pense qu'il faut tomber sur les bonnes personnes. Et moi, ça a été de tomber en premier sur Mathieu, qui est ici à côté de moi, et qui m'a emboîté le pas vers cette expérience, où on arrive d'abord en tant que jeune, un peu novice. C'était à quel âge ? J'avais, je pense, 19 ans à cette époque-là. Je venais de terminer mes humanités secondaires et je me cherchais, en fait. Vous cherchiez C'est ça. À quel niveau ? Au point de vue du métier, sur l'évolution, un peu la perspective qui se met en marche à cet âge-là. Et un soir, Mathieu faisait une conférence sur le compagnonnage. C'était à Plancenoit, voilà. Et à la fin de la conférence, j'étais le trouver et j'ai dit j'aimerais partir sur le Tour de France. Et là, il m'a un petit peu arrêté, il m'a dit on va aller manger ensemble d'abord. Et il m'a exposé son parcours à lui, et un peu écouter mes désirs et mes attentes. Et puis il m'a présenté à d'autres personnes qui sont à l'heure actuelle très importantes pour moi aussi dans ma vie et aussi dans mon cheminement compagnonnique. Alors, Mathieu, vous rencontrez donc Alexandre lors de cette conférence. Vous faites une conférence parce que vous avez été compagnon ? Alors, quand on devient compagnon, on l'est à vie. On meurt compagnon. Et un jour, évidemment, on est compagnon, mais pas le jour de notre naissance. Et encore, est-on déjà compagnon dans l'âme avant de le devenir ? Moi, je le pense un peu, quand même. Mais oui, je suis toujours compagnon. Et j'ai donné cette conférence un grand nombre de fois. Et il s'avère que j'ai rencontré, grâce à cette conférence, 3 jeunes qui m'ont demandé de les aider à rentrer dans le compagnonnage, à faire leur Tour de France, parce que c'est le compagnon du Tour de France. Hein. C'est une création française, le compagnonnage. Alors, même s'il y a des compagnonnages dans l'Europe, mais ici, nous sommes compagnons du Tour de France. Et mon bonheur, ça a été d'épauler ces jeunes, de les orienter vers la bonne voie pour qu'ils fassent leur voyage et qu'ils deviennent compagnons. Et donc, pour vous, Mathieu, est-ce que c'est le même âge qu'Alexandre ? Vous rentrez dans cette expérience très jeune, aux alentours de 19 ans ? Non. Comment est-ce que ça s'est passé ? Racontez-le. J'ai un parcours atypique. Moi, j'ai fait aussi mes humanités. Et puis, j'ai commencé des études universitaires. Et puis, j'ai senti que ce n'était pas ma voie. Alors que c'était intéressant, mais ce n'était pas ma voie. Et donc, je me suis beaucoup cherché. J'ai commencé à travailler le bois. Et puis, j'ai fait beaucoup de formations ici en Belgique. Mais je trouvais que le niveau était assez faible. Je connaissais le compagnonnage de par mes parents, qui m'en avaient parlé quand j'étais très jeune, enfant, lors de voyages culturels en France. Et je me suis dit, ça c'est quelque chose que je ne peux pas rater dans ma vie. Et donc j'ai tout fait pour pouvoir partir. Mais malheureusement, ça fonctionnait très 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 mal en Belgique. Donc j'ai attendu de nombreuses années. Et puis un jour, j'ai pu partir. Et je suis parti sur le Tour de France pendant 8 années.
Et alors, pour vous deux, concrètement, comment est-ce que ça se passe? Donc, j'entends bien qu'il y a désir, il y a envie de correspondre à quelque chose qui est très profond en soi. On se cherche, donc il y a la question du sens. On veut passer par la réalisation de nos mains, puisqu'il y a des métiers. Mais comment est-ce que concrètement ça s'est passé? Qui avez-vous contacté et quelle est la structure, pour que nos auditeurs nous comprennent bien, quelle est la structure de ce compagnonnage en France, si j'ai bien compris? Voilà. Je pense que Alexandre, qui vient de vivre cette expérience, enfin, je veux Tout dire, fraîchement. toute fraîchement dans sa vie, je préférerais qu'il en parle lui-même. Alors, moi, quand Mathieu m'a envoyé sur le Tour de France, on ne peut pas rentrer comme ça sur le Tour de France. C'est-à-dire que nous voyageons, en principe, chaque année de ville en ville, et nous sommes salariés dans les entreprises. Donc, pour être salarié dans une entreprise, il faut un minimum de prérequis, et donc avoir ce qu'on appelle en France un CAP, un certificat d'aptitude professionnelle, ce qui est la base pour pouvoir exercer le métier. Une fois qu'on a obtenu ce CAP, donc moi je l'ai obtenu en 2 ans dans le nord de la France, on peut partir à proprement dit sur le Tour de France. Alors comment ça se passe? On a des petits tests d'admission d'entrée pour savoir si connaître un peu en fait la personne qui est en face de nous, et ensuite on est envoyé dans une ville. Alors c'est assez étrange. Moi je me souviens, j'ai reçu ma convocation dans la ville en septembre. Je devais arriver en septembre et j'ai reçu la convocation quasiment fin août, quoi. Donc en fait on prépare le baluchon et on ne sait pas trop où on va tomber. Moi, pour ma première ville, c'était Toulouse, un très grand centre de formation là-bas, où on est salarié la journée dans une entreprise. On peut, en parallèle, passer des diplômes avec des contrats de formation. Et en fait, l'essentiel du compagnonnage se passe plutôt en soirée, à partir de quand on débauche, quand on revient du travail. On doit se dépêcher, se doucher, aller manger ensemble. On mange tous ensemble. Et ensuite, commencent les cours du soir, souvent de 20h à 22h. Et sur quel sujet? Alors, c'est essentiellement du trait. Pour apprendre les différentes techniques. Alors au début, on commence par des sujets qui sont relativement simples, avec recul maintenant, mais à l'époque ne l'étaient pas spécialement. Et on évolue au fur et à mesure de nos années sur du trait qui est plus complexe, plus recherché. Voilà. Et alors, le trait, c'est le plan. C'est ça. Pour que les auditeurs comprennent bien, c'est ce dessin. C'est quand même passer de la pensée à quelque chose qui va être tracé. C'est ça. C'est très, très important, ce passage, avec des dimensions appropriées au projet. Donc et puis ce dessin permet de déjà concevoir plus loin le travail, de le mettre déjà dans une forme de réalité. Et chez les compagnons, cet art de tracer les plans s'appelle le trait. Et alors, est-ce qu'il y a des compétences particulières ou des types de métiers particuliers qu'il faut avoir pour poser sa candidature et puis demander à rentrer dans la compagnie? Est-ce qu'on doit être plutôt menuisier, plutôt plombier, plutôt électricien? Quelles sont les compétences techniques qui sont attendues d'un compagnon? Alors, il y a trois grandes voies compagnoniques en France. Il y a on va les prendre historiquement, il y a l'Union compagnonique, dont Mathieu fait partie, l'association ouvrière et la fédération compagnonique. Alors, ces trois grandes voies ont des compétences propres. Oui, ont des compétences propres et chacun, on va dire, un peu leur spécificité. Chez nous, à la fédération, chez moi plutôt, à la fédération, on a essentiellement les métiers du bâtiment et les boulangers-pâtissiers. Voilà. C'est un peu une spécificité. Après, à l'Union, vous avez énormément de métiers représentés, mais tu es plus à même que moi d'en parler. Oui, c'est vrai que chaque société a ses caractéristiques. Mais ce qui est quand même important de dire, c'est vrai qu'au départ, c'était vraiment les métiers du bâtiment. C'est ça. Et là, c'est intéressant parce que vous évoquiez le terme origine du compagnonnage. On sait que ce sont les grands chantiers de l'Europe médiévale qui ont progressivement créé
parce que le compagnonnage, en fait, c'est une qualité de transmission tout à fait particulière, mais qui a la prétention d'être presque exhaustive dans les métiers. Et historiquement, c'est à quelle époque que se pose l'origine de ce mouvement-là auquel vous appartenez? C'est à partir de quel moment que ce compagnonnage apparaît? Je t'en prie. Historiquement, donc, si on se base sur le peu de documents que nous avons, en fait, ce sont des PV de police qui parlent de compagnons cordiers, je pense, Oui. qui vont et viennent. Et eux allaient manger chez la dite mère à l'époque. Et donc on a un PV de police de ça. Donc c'est la première trace. Oui. Après, on se Mais c'est quelle époque, Alexandre? 16e siècle, oui, je pense. C'est ça. Après, juste avant l'histoire, on sait que lors de la construction de la cathédrale d'Orléans, tu m'arrêtes si je me trompe, c'est toujours très... on sait qu'il y a déjà un compagnonnage effectif. Voilà. Donc là, on est plutôt en 1400... Oui. Le 15e, C'est ça. le 15e Alors, siècle. on voit donc bien qu'il y a toute la portée technique, peut-être même technologique, le métier, différentes compétences, des champs d'action sur le chantier. Puis, il y a donc la vie en commun. Alors, comment se passe la vie en commun? Première question. Et puis, deuxièmement, on sent que derrière ces expériences, il y a la question du sens. C'est donc pas qu'une sorte de fraternité ou de club. Il y a derrière tout ça quelque chose, à vous entendre tous les deux, en fonction de ce que vous expliquiez en début de l'émission, quelque chose de l'ordre du sens, quelque chose que vous recherchez en vous-même, et vous attendez quelque chose d'une interaction de la compagnie des compagnons, si j'ai bien compris. En fait, je pense qu'il y a un élément qui est quand même central au compagnonnage, c'est, en plus des cours du soir, nous avons des maquettes à réaliser. Tous les ans, chez nous, à la Fédération, on doit présenter un projet. Ce projet est un projet apporté par le candidat. Donc, il présente des plans, des traits. Il doit aller jusqu'à la réalisation, à la finition, donc donner un produit fini à l'ensemble des compagnons, où il se fait, pas juger sur la maquette, mais critiquer. En tout cas critiquer et corriger selon... selon les défauts ou pas de la maquette. Et pendant cette période où on taille cette maquette, c'est vraiment là, en fait, où dans la labeur de cette maquette, à certains moments, se dégage une réelle fraternité, en fait. Dans le sens où, de temps en temps, on va avoir besoin d'un tailleur de pierre qui va faire le socle de la maquette. De temps en temps, les couvreurs vont avoir besoin des menuisiers pour faire leurs arrêtiers, pour pouvoir venir apposer leurs ardoises. Et c'était cette interaction-là, entre métiers aussi, qui crée vraiment une unité et qui dégage toute cette fraternité du compagnonnage. Et est-ce que c'est intergénérationnel? Vous avez toutes les pyramides des âges, ou bien c'est plutôt une jeune génération qui entre en compagnonnage aujourd'hui? Le compagnonnage, le tour, en tout cas, de France, comme on l'appelle, c'est essentiellement des jeunes. Ensuite, nous avons maintenant les anciens, parce que ça n'a pas toujours été le cas, les anciens qui sont là pour s'occuper des jeunes qui passent dans la ville. Et c'est eux qui nous remplissent de leur savoir. Et le but de voyager de ville en ville, c'est justement d'apprendre d'eux qui sont sédentaires, de moi maintenant, qui suis sédentaire aussi depuis maintenant 7 mois, tout ça. Mais voilà, de prendre un petit peu l'expérience de chacun au fur et à mesure des affinités qu'on développe avec un tel compagnon, un autre compagnon. Et c'est cette somme de rencontres qui font finalement un compagnon à la fin de son tour. Et cette période-là dure combien d'années? Donc, puisque, pour qu'on nous comprenne bien, donc, vous posez votre candidature, vous rentrez, vous êtes en quelque sorte reçu.
vous faites un tour de ville, et ceci dure combien de temps? Est-ce que c'est une période qui est fixée, ou bien est-ce que ça va dépendre de votre évolution personnelle, des travaux que vous réalisez? Est-ce que c'est comme un parcours scolaire ou une formation universitaire qui est précise dans le temps, ou bien est-ce que c'est quelque chose de plus long et de plus personnalisé? Alors, tu m'arrêtes si je me trompe, mais chez nous, à la fédération, ça dure entre 6 et 10 ans. Ah oui, c'est très long. Donc oui. C'est surtout, il faut se détacher de sa famille et d'accepter de voyager, d'aller voir d'autres clochers, d'autres endroits. On est logé alors chez l'habitant, chez... Non. Ça dépend des sociétés, mais ici, dans sa société, très, très, je dirais, bien organisée depuis longtemps, les jeunes vont de maison de compagnons en maison de compagnons. Voilà. Dans des villes où vous avez chaque fois un siège, ce qu'on appelle un siège, où le jeune peut se reposer, manger le soir et se reposer, et suivre les cours. Donc et vivre une expérience de fraternité. Ah oui, oui. Et alors, cette période, une fois qu'elle est terminée, qu'est-ce qui se passe? Parce que vous êtes un compagnon senior, et j'ai envie de dire Mathieu, Oui, tout à et fait. Alexandre est un jeune compagnon qui vient donc de terminer apparemment une partie importante. Et donc maintenant, qu'est-ce que vous faites, Alexandre? Je commence seulement. Vous commencez? Non, en fait, j'ai fini ma vie itinérante, on va dire. Et maintenant, c'est une nouvelle vie de sédentaire qui prend place. Alors, on a plein de choses à faire. Hein. C'est une association, donc nous avons besoin de personnes pour faire vivre cette association aussi. C'est-à-dire des anciens qui viennent dispenser des cours, qui viennent en cours du samedi, parce que nous avons des cours du samedi aussi, où apprendre des techniques, montrer des choses qui sortent un peu du commun des itinérants, voilà, un peu tout ça. Ça, c'est le parcours, on va dire, la suite du compagnonnage. Après, maintenant, tout le monde est libre à la fin de son Tour de France de soit se faire embaucher dans une entreprise et devenir salarié, soit se mettre à son compte, ou aller vers d'autres horizons si la vie... Et alors, une fois que ceci est fait, quels sont encore les liens alors qui demeurent entre vous? On voit qu'entre vous deux, il y a un lien qui est extrêmement fort, qui est un lien intergénérationnel et puis un lien de formation. Mais aujourd'hui, par exemple, avec tous ceux que vous avez rencontrés sur vos différents voyages en France, quels sont les contacts? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous avez un réseau social? Est-ce que vous vous retrouvez? Alors oui, effectivement, chez les menuisiers, on se retrouve chaque année pour notre fête patronale. Donc c'est déjà un moment où... Et le patron, c'est la Sainte-Anne. C'est la Sainte-Anne. Sainte-Anne, donc le 26 juillet. Et on se retrouve, on discute avec les gens qu'on n'a pas spécialement revus depuis longtemps, ou avec lesquels on a perdu un peu contact, ou même ceux qu'on a l'habitude de côtoyer. Voilà. C'est un moment assez festif. Sinon, on a quand même tout un maillage. Quand on traverse la France comme ça, de long en large, il y a toujours quelqu'un dans un endroit qu'on connaît, ou chez qui on est passé une fois. Et puis voilà, c'est assez comique, hein, quand on traverse la France, même de manière anodine, on sait, ah tiens, il y avait un compagnon là, je me souviens, j'ai été visiter une scierie là, où j'ai été là-bas. Donc c'est tout un maillage. Tout à fait. Alors, on a un petit peu regardé du côté de l'expérience concrète, comment on le devient, ce qui se passe. Puis on voit un peu la structure à la fois française et puis internationale. Mais il y a quelque chose qui est frappant, c'est donc, comme je le disais au début de l'émission, c'est la question du sens. Mathieu, qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot sens? Et est-ce qu'on pourrait dire que l'expérience du compagnonnage est une expérience de transformation? Et j'ai même envie de dire, est-ce que c'est une forme d'initiation? Alors moi, je dirais, en tous les cas, c'est une école de vie. Mais si je puis me permettre, je dirais c'est vraiment une école de vie dans laquelle il y a énormément de richesse pour un jeune, puisqu'on est quand même dans une émission qui s'appelle La pensée et les hommes. C'est quelque chose qui a été pensé, qui a été créé pour que les jeunes qui vivent cette expérience en sortent marqués, j'ai vraiment envie de dire marqués parce que
ils vivent une expérience qui est évidemment une expérience de formation professionnelle, ça c'est clair. Mais déjà là, c'est une formation qui vise l'excellence, dans laquelle vraiment on va pousser le jeune à développer au maximum ses talents, on va le former, je dirais, l'amener à oser faire des œuvres de plus en plus complexes, dans lesquelles il va devoir chaque fois apprendre et donc progresser. Ça, c'est un point important. Mais il y a aussi un aspect, moi, que j'aime profondément, parce qu'après mon Tour de France, j'ai travaillé pendant des années et des années, notamment pour la restauration du patrimoine, en tant que sculpteur sur bois et sur pierre. Donc j'ai œuvré sur beaucoup de chantiers en France et en Belgique, d'ailleurs. Donc là, le métier, ça va bien. Mais il y a quelque chose de très important pour moi dans le compagnonnage, c'est le fait qu'il amène, au bout d'un certain temps, à aller plus loin avec soi-même, à se développer, à s'épanouir. Donc avec cette fameuse adage « deviens ce que tu es », je pense que c'est vraiment un adage qui va très 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 bien au compagnonnage. Et c'est subtil parce que dès le départ, le compagnonnage est une épreuve, et Alexandre vient de le dire, il faut quitter sa famille. Donc en fait, le jeune quitte son conditionnement initial, sans le mépriser, sans le rejeter, mais il le quitte et va s'ouvrir à d'autres aspects de la vie, à d'autres aspects du monde. Et là, la structure compagnonique, elle est magnifique parce qu'elle ne propose pas un autre conditionnement. Elle propose une sorte de structure, je dirais presque magique, qui permet aux jeunes d'avancer. Alors évidemment, dans ce qui est très beau dans le compagnonnage, c'est ce que nous appelons la règle. La règle, ça veut dire que c'est le seul conditionnement qui nous est imposé, c'est celui, quelque part, de la loi, du respect, d'une règle de vie, mais vraiment très belle, très... Et qui est en fait votre liberté la plus profonde à tous les deux, parce que ça donne vraiment l'impression d'être une structure régulée, comme vous le dites, avec une règle, et puis il y a le contact avec la matière. On va d'ailleurs montrer à nos téléspectateurs le très très beau buste de Salomon que vous, Mathieu, avez réalisé, qui est vraiment un véritable chef-d'œuvre. Et donc il y a bien sûr la résistance de la matière, il y a le travail de la main, et puis il y a cette école de vie, comme vous dites, cette éducation de soi, où en définitive c'est cette règle-là qui vous libère, parce que c'est quelque chose qui frappe en vous voyant tous les deux, en écoutant votre parcours, c'est que c'est un parcours extrêmement émancipateur et qui semble vous avoir donné, vous avoir appris aussi, vous permettre de vivre aujourd'hui avec une très très grande liberté intérieure. Est-ce que je me trompe avec ce sentiment, Alexandre ? Oui, une des premières leçons que le compagnonnage m'a apportées, c'est toi qui me l'as donnée en fait. On s'est arrêté sur une aire d'autoroute, un jour il m'emmenait pour chez mon premier patron. Et il s'est arrêté sur l'aire d'autoroute et je voulais lui payer l'essence pour qu'il m'amène jusque là-bas, parce qu'il me semblait logique. Et il m'a dit « Alexandre, tu apprendras une chose dans le compagnonnage. D'abord, on reçoit et puis on redonne. » Et là, ça fait son effet quand même. Oui, et c'est ça, en fait. Tout le Tour de France, on reçoit énormément. Et un jour, c'est à nous de le restituer. Et... c'est à la fois ça n'a pas de prix à l'heure actuelle. C'est une grande tradition et puis c'est une transmission. Alors on va parler, parce que le temps passe évidemment et on arrive presque à la fin de notre émission, vous allez nous parler d'une activité très importante, Alexandre, qui va se passer à Bruxelles et au sujet de laquelle on aura l'occasion de revenir. Mais avant ça, brièvement, vous êtes venus avec 2-3 objets qui sont là. Oui. Est-ce que vous nous en dites tous les deux, vous et Mathieu, ce qu'il en est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente? Alors, le premier objet qui est très très symbolique, c'est ici la canne de compagnon. Donc, c'est quand même un pèlerinage, le Tour de France. Donc, c'est ça. Comme à l'époque, il parcourait la France avec un bâton de marche. Ici, nous avons notre canne de compagnon. Qu'on vous a remise un jour. Qu'on m'a remise un jour. D'une cérémonie un peu officielle ou bien Oui, c'est officiel. Et elle est à vous pour toujours?
Elle est à moi pour toujours. Et est-ce que vous la retransmettrez après ou bien... Non. Non, elle vous appartient. C'est très personnel. Je C'est peux très personnel. peut-être la léguer au moment de ma mort. Voilà. On verra. Voilà. C'est une canne qui est faite à ma mesure, disons. Et ici, vous avez ce qu'on appelle des couleurs. Ce sont nos attributs, en fait, hein, les cannes, les couleurs, qu'on met quand on se rassemble pour des réunions mensuelles. Voilà, donc ici, vous avez les couleurs de ce qu'on appelle PCP chez les compagnons. C'est le premier compagnon en place. C'est celui qui a la chance de pouvoir diriger la réunion, qui est une réunion pour s'assurer que tout se passe bien avec les jeunes itinérants en ville et l'avancement des maquettes et autres sujets qui requièrent de l'association. Et l'attribut que vous portez sur vous à des moments plus officiels, plus festifs aussi. Il y a un attribut que mon ami Mathieu porte sur lui, c'est les joints, qui sont aussi tout un symbole. Je te laisse en parler. Alors, c'est quelque chose qu'on a le droit de porter, en tous les cas chez nous, 5 ans après avoir été reçu compagnon. Donc on fait son tour de France, on présente son chef-d'œuvre, dont vous avez parlé tout à l'heure, et puis il faut encore 5 années où on montre combien on transmet aux jeunes. Et quand on a bien montré qu'on savait transmettre aux jeunes, on a le droit de porter ce qu'on appelle les joints. Et alors, ces joints ont une très belle histoire, en fait. Donc, à la période de la construction des cathédrales, au Moyen-Âge, il y avait un énorme protectionnisme entre les différentes régions. Il ne fallait surtout pas qu'un artisan franchisse la frontière de la région parce qu'il venait manger le pain de ceux qui travaillaient dans la région. Mais quand on a commencé à construire des édifices qu'on n'avait jamais construits avant, donc ceux qui participaient à ces chantiers recevaient un affranchissement royal, qui est les joints, et qui leur permettait d'aller de région en région sans être menacés ni poursuivis. Le joint, c'est exactement, concrètement, c'est... Alors, c'est une petite boucle d'oreille que vous portez discrète, à l'oreille gauche de façon extrêmement discrète. Et ce qui est beau, c'est que si vous estimez que dans le compagnonnage, il y a une transmission, comme une chaîne de transmission, je suis un maillon de cette chaîne que j'ai transmis à mon frère de cœur, le compagnonnage, et en fait, lui représente ce maillon. Voilà. Alors, et il y a eu un maillon avant, qui était mon parrain, qui m'a permis de rentrer en compagnonnage, et puis j'ai permis à Alexandre de partir sur le tour, et ça a été une merveille, et voilà, donc c'est ça, on est dans une chaîne de transmission. Une chaîne de transmission et une chaîne d'union aussi, parce que vous êtes extrêmement unis par une profonde fraternité. Alors, le prochain grand événement qui aura lieu à Bruxelles, vous nous en dites quelques mots? Alors oui, donc comme je disais tout à l'heure, nous organisons donc la Sainte-Anne nationale qui aura lieu à Bruxelles. C'est quand même un événement qui se fait relativement en privé. Par contre, en écho à cette fête nationale, nous avons une exposition qui aura lieu à l'hôtel de ville d'Etterbeek sur le compagnonnage et les différents métiers que nous représentons. Et à la fin de ce mois d'exposition, il y aura un historien du compagnonnage qui viendra nous parler un petit peu qu'est-ce que les compagnons. Voilà. C'est merveilleux, mesdames, messieurs. Voilà une émission absolument remarquable avec 2 témoignages extrêmement vivants de ce qu'est le compagnonnage. À la fois un travail matériel, un travail des mains, et puis, je crois qu'on l'aura bien compris, une charge symbolique, charge fraternelle, charge humaine extrêmement forte, profondément intergénérationnelle. Je crois que c'est une émission qui nous donne beaucoup d'espoir, beaucoup d'espérance, et puis aussi qui apporte, je crois, un très très grand souffle dans le monde dans lequel nous sommes et qui a tant besoin de ces unions, de ces rapports concrets entre la pensée et les corps et le travail des mains. Nous vous donnons rendez-vous pour cette exposition qui aura lieu à Etterbeek et toutes les festivités que nous ne manquerons pas de vous annoncer à travers cette émission de La Pensée et les Hommes. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de nous avoir été une nouvelle fois fidèles et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine émission de La Pensée et les Hommes.